Bonjour à tous, nous sommes le 19 mai, ensemble nous allons voir un peu l'actualité du jour, aussi recevoir un certain nombre de personnalités, parmi lesquelles M. Tyrolien Kael, de son prénom, qui est le responsable du journal Racine, mais pas que. Nous parlerons aussi avec Mme Lydia Jardon d'un festival de musique de femmes qui se fait cette semaine. Et puis nous aurons, comme d'habitude, notre rubrique juridique avec nos deux avocats qui seront tout à l'heure sur le plateau. Mais avant, Jessie nous donnera les titres de l'info. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Et toujours contre la réforme des collèges, le SNES-FSU Guadeloupe organisait ce matin aux Abîmes une conférence de presse pour réaffirmer leur opposition face à la réforme qui sera normalement mise en application dès la rentrée prochaine. Et la FEDOM a 30 ans cette année. Avant de célébrer l'événement, le président Jean-Pierre Philibert nous dresse un tableau global de l'économie des Outre-mer. Et hier se déroulait une journée porte ouverte au parc des Roches Gravées de Trois-Rivières. Vous pouviez participer à une visite commentée des fouilles archéologiques. Voilà, merci Jessie. Je l'ai dit, on reçoit Kael Tyrolien, qui est l'un des fondateurs du groupe Racine. Le groupe Racine, c'est une association culturelle, on va dire, ouad-africaine, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, oui. Qui est aussi, qui publie un journal, le journal Racine, on verra tout à l'heure la couverture, puisque le dernier numéro a été consacré particulièrement au mémorial. Donc c'est la première année. Il y a eu la semaine dernière un débat au local même de l'association Racine. Et en lisant le journal, on a le sentiment que Racine a voulu pas refaire le mémorial, mais disons rectifier ce qui mériterait de l'être. Et c'est la raison pour laquelle je vais poser tout de suite la première question à M. Tyrolien. Est-ce que s'il fallait refaire ce mémorial, vous l'auriez fait comme il est en ce moment? Bien évidemment non. D'ailleurs, nous n'avons pas été consultés pour mettre en place ce mémorial. Je crois qu'aucune association qui milite sur le terrain depuis de longues années n'a été vraiment consultée. Et ce qui donne le résultat que nous condamnons d'ailleurs, que nous critiquons. Donc nous avons eu l'occasion de faire plusieurs visites de ce site. Des visites dans le but justement d'avoir une analyse assez pointue du contenu de l'exposition permanente. Donc cette exposition, elle est répartie sur 1700 mètres carrés. Donc il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Oui. Il y a plusieurs salles, il y a plusieurs archipels, comme on dit, plusieurs îles, etc. Et donc plusieurs modules. Et chaque module a droit, je dirais, à une analyse critiquée dans notre racine, puisqu'en fait beaucoup de gens visitent le mémorial sans pour autant être équipés en fait pour faire cette visite. Critique, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est une visite, si vous voulez, vous êtes guidé dès le départ. C'est-à-dire dès que guidé vous rentrez. Téléguidé. Pour l'instant, je dirais guidé. Oui. Ensuite, nous verrons si c'est téléguidé. Mais dès qu'on rentre dans le mémorial, en fait, on a un casque. Oui. Qui accompagne notre visite tout au long de la visite. Donc on est effectivement guidé donc par cette voix qui nous dit exactement le commentaire de ce qu'on nous propose. On n'est pas forcément tout à fait libre de faire son commentaire soi-même, ou en tout cas d'analyser les choses à tête reposée. On est effectivement sous une conduite. On est téléguidé. Oui, on peut dire ça. Oui. On est conduit par une voix off, qui nous donne effectivement sa façon de lire l'histoire. Et les documents aussi qui sont présentés à notre vue sont assez orientés, on va dire, pour ne pas dire occidentés. Hein. Oui. Donc c'est cette vision de l'histoire que nous critiquons. Il y a des gens, quand ils parlent du mémorialat, ils s'intéressent plutôt au coût que ça a généré, voilà. Oui. Mais nous, on n'est pas vraiment sur cette notion-là, on est sur le contenu. Le contenu est-il favorable, je dirais, à la progression des consciences, ou au contraire, est-il susceptible d'emmurer, on va dire, notre mémoire et de nous rendre un peu plus amnésiques. Donc c'est la problématique que pose Racine, et nous proposons des arguments pour effectivement critiquer le contenu et proposer, d'ailleurs, nous ne limitons pas à la critique, nous proposons aussi quelques suggestions pour un mémorial rénové, quelque chose de plus près de la population, quelque chose de plus sûr pour que nos nouvelles générations soient fières d'être ce qu'elles sont, d'appartenir à cette histoire-là. Parce qu'il me semble que dans l'état actuel des choses, le mémorial ne participe pas à l'élaboration
l'élévation d'une conscience heureuse, je dirais, des populations d'origine africaine. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour pouvoir éveiller cette conscience? Quelles sont vos, on va dire, vos préconisations? Alors, moi, je dirais que par rapport à ce qui nous est donné, il faudrait repenser le mémorial pratiquement globalement, c'est-à-dire en tout cas la salle d'exposition permanente. Dès le début, quand on entre dans le mémorial, on commence avec Christophe Colomb, qui aurait découvert la Guadeloupe grâce à un miracle de la Vierge Noire. Donc c'est un récit un peu folklorique, un peu mythologique, un peu mystique qui introduit le Mémorial Act. J'aurais préféré, par exemple, qu'on commence avec l'histoire ancienne de l'Afrique, parce que avant la colonisation, l'Afrique existait déjà. Et donc partir de l'Afrique première, et ensuite arriver jusqu'à cette étape où l'Afrique va être en contact violent avec l'Europe. C'est-à-dire que pour vous, il ne faudrait pas commencer par les Antilles, mais commencer par l'origine, c'est-à-dire bien sûr, la terre africaine. Il me semble que oui, puisque en fait nous parlons donc de l'expérience du peuple noir, et à travers l'esclavage et la colonisation, à travers la déportation et donc l'esclavage. Cette expérience-là, on ne peut pas la comprendre en dehors d'une histoire globale. Et donc l'histoire de l'Afrique est très méconnue, en tout cas ici, dans nos îles, et le mémorial ne corrige pas cette ignorance. Au contraire, on redémarre encore de manière traditionnelle, je dirais presque, avec Christophe Colomb. Donc ce sont toujours les mêmes personnages qui sont chantés, glorifiés, Christophe Colomb, Schellcher, etc. Et très peu de place est proposée pour des héros typiquement négro-africains. Hein. Donc moi j'aurais préconisé effectivement de partir des origines, l'Afrique, berceau de l'humanité, mère de civilisation, remonter le temps à travers les salles jusqu'à arriver à cette rencontre fatale, et puis ensuite continuer à décoder tout ce qui s'est passé. D'accord. Alors, sur cette question du mémorial, alors il y a beaucoup de polémiques. Il y a même des gens qui disent qu'il faudrait même fermer ce mémorial. Des gens qui pensent que c'est une gabegie financière. Vous m'avez dit que vous n'arrêtez pas ça, mais ça rentre aussi dans le débat. Aujourd'hui, cet instrument, ce lieu est valorisé par ceux qui l'ont construit, ou en tout cas ceux qui l'utilisent. Est-ce que, de votre point de vue, aujourd'hui, un jeune Guadeloupéen qui arrive au mémorial peut en tirer quelque chose de positif? Un jeune Guadeloupéen, je parle d'un jeune Guadeloupéen, disons collégien de 14-15 ans, il arrive au mémorial, il fait la visite guidée ou téléguidée, comme je dis. Oui. Est-ce qu'en sortant, il a une conscience historique plus aboutie, ou alors est-ce qu'il ressort, comme on dirait, plus tébé? À mon avis, il ressort plus tébé. Je vais m'expliquer. Lorsque vous rentrez dans le mémorial et que vous découvrez les 4 premiers personnages, sont 4 noirs qu'on nous présente. 2 sont des chasseurs de Caraïbes. Ils participent à la mise en esclavage des Caraïbes. Et 2 autres sont des pseudo-nègres marrons qui sont en fait cachés chez les Caraïbes et leur lutte se limite en fait à se cacher chez les Caraïbes. Ce ne sont pas des vrais résistants, ce sont juste des gens qui ont fui l'esclavage et qui sont donc cachés chez les Caraïbes, qui eux militent, luttent contre le colonisateur. Donc toute la louange est du côté des Caraïbes. Peuple civilisé, peuple bien discipliné, courageux, refusant de se soumettre, etc. Donc dans le casque, on entend beaucoup de louanges à propos des Caraïbes, mais zéro louange à propos donc des Noirs. Et pourtant c'est un mémorial donc sur la traite des Noirs. Donc on aurait voulu que nos ancêtres soient honorés, soient valorisés. Voilà, soient valorisés. On ne nous parle pas de la science militaire de nos ancêtres, de leur stratégie, de leur discipline, de leur héroïsme, de leur volonté de ne pas se soumettre, etc. Ce sont des termes qu'on n'emploie que pour les Caraïbes à l'intérieur du Mémorial Act. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, absent du Mémorial Act, ce sont les Blancs par exemple. Alors, on ne trouve jamais un Européen en situation, je dirais, désagréable, c'est-à-dire le fouet à la main ou bien en train de pratiquer les tortures qui étaient la vie quotidienne de l'esclavage. Hein. On ne trouve pas ces situations-là. On a l'impression que quand on visite le Mémorial, que l'esclavage c'était quelque chose qui se faisait entre Noirs, à la rigueur, puisqu'on ne voit très peu de Blancs et jamais dans des conditions négatives. Donc pour un jeune qui découvrirait cette histoire pour la première fois,
il aurait la sensation que, bon, c'est une histoire entre noirs, que c'était assez agréable d'ailleurs, puisque les rares fois où on voit les blancs et les noirs, c'est dans des situations de baignade, par exemple, à la rivière, tout le monde se baigne ensemble. Il me semble que ça donne une vision très idyllique de l'esclavage. D'ailleurs, on nous dit que l'esclave aime sa petite propriété, et on nous montre une chambre d'esclave avec un petit décor et tout ça, comme quoi il est propriétaire, ce qui est étonnant d'ailleurs, et puis il aime sa propriété, il la décore et tout. Ensuite, il y a des bandes dessinées qui sont très très nuisibles, je dirais, pour la jeunesse, puisque ces bandes dessinées mettent en image des histoires inventées par je ne sais qui, des histoires qui nous racontent par exemple comment une esclave qui se promène dans la rue pour aller chercher du poisson pour sa maîtresse se fait agresser par un noir libre, et quand elle rentre chez elle, la maîtresse lui dit: mais d'où sors-tu, tu es en retard? Eh bien, c'est encore un de ces nègres libres qui a voulu me violer et qui s'est emparé de mon poisson. Ils ne pensent qu'à violer et à voler une fois qu'ils sont libérés. Donc voilà le genre de messages implicites qui sont donnés dans le mémorial. Il n'est pas implicite, il est explicite. Explicite, celui-là, oui. Il y en a d'autres. Il y a aussi celle qui aime son maître, et que le maître visite tous les soirs, et sa copine lui dit: bon, mais quand si le maître un jour te libère, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit: je ne sais rien faire de mes 10 doigts, donc je vais rester esclave de mon maître, je demanderai à rester sa domestique parce que je ne sais rien faire. Donc voilà ce genre de messages qui sont divulgués par ces médias qui se trouvent à l'intérieur du Mémorial Act, et qui sont là pour frapper, je dirais, l'imagination de nos enfants. Donc ça, c'est extrêmement grave. J'ajouterai un point encore. Pour moi, ça a été un des points les plus importants. C'est ce qu'on appelle le passage du milieu, où on nous demande en gros de marcher sur nos ancêtres, c'est-à-dire qu'il y a une petite salle qui est censée représenter la cale du bateau négrier, et nous devons traverser cette salle comme une sorte de rite initiatique, et pour arriver dans la deuxième partie, on va dire, du mémorial. Et puis lorsqu'on traverse cette salle, en fait, au lieu que les esclaves soient disposés à gauche et à droite du bateau, ce qui aurait été logique sur des couchettes, eh bien non, ils sont disposés au plancher en cuillère, et les visiteurs donc marchent sur leurs ancêtres qui sont en train de crier. Il y a des bruitages: oh, au secours, j'ai mal. Et puis donc en fait, on marche quelque part sur nos ancêtres. J'ai refusé de le faire, bien sûr, mais beaucoup de gens qui ne sont pas forcément sur le qui-vive au niveau intellectuel, eh bien se retrouvent en train de piétiner leurs ancêtres malgré eux, inconsciemment. Et je trouve que au niveau de la symbolique, c'est quelque chose d'extraordinairement mauvais. Donc voilà quelques exemples, j'en ai d'autres, on va peut-être les aborder petit à petit. Quand on vous écoute, alors, la question de fond qui se pose, est-ce que tout ça a été fait inconsciemment, ou est-ce que vous êtes en train de dire que ça rentre dans ce qu'on appelle cette campagne de négationnisme qui, depuis quelque temps, depuis la publication du Code Noir, la fondation récente faite par je ne sais plus qui à Paris, est-ce que toutes ces choses-là sont le fruit du hasard, ou alors est-ce que s'agit-il d'une offensive réelle, idéologiquement? À mon avis, il n'y a pas de hasard. C'est effectivement, ça rentre dans une histoire globale. Ça fait longtemps qu'il y a des attaques, je dirais, à nos ancêtres, à notre histoire. On se souvient de cette phrase: les nègres, si tant est que les nègres n'ont jamais travaillé, d'un parfumeur, je crois. Donc c'est récurrent. Et là maintenant, nous avons carrément sur notre territoire un monument grandiose qui met en scène, je dirais, ce discours négationniste, voilà, dont justement nous critiquons l'existence. Donc avec des moyens assez importants. Donc il y a un souci de prouesse technologique qui influence le public. Beaucoup de gens sortent du mémorial en étant éblouis par le côté technologique du monument, en se disant: mais tiens, c'est beau, on a donné aux Guadeloupéens enfin des moyens audiovisuels de pointe, etc. Donc ils sortent assez satisfaits. Mais ils ne se penchent pas suffisamment, à mon avis, sur le contenu. Les moyens technologiques, c'est bien. Moi, quoi qu'il ne m'impressionne pas, j'ai vu meilleur en France même, lorsque vous allez par exemple au Futuroscope de Poitiers. Mais par contre, là où c'est grave, c'est que ces moyens sont utilisés contre nous, je dirais, contre notre histoire, contre nos ancêtres, pour les faire passer pour des gens cupides qui se vendaient les uns les autres pour de la pacotille, pour les faire passer pour des traîtres à leur propre peuple, des gens sans intelligence, sans organisation. Donc
c'est un discours anti-nègre qui, à mon avis, est promotionné par le mémorial. Et aussi, la question de l'esclavage est abordée sous un angle qui tend à faire un amalgame entre les diverses sortes d'esclavage qui existent, aussi bien si vous ne payez pas votre servante, ou voilà, alors vous êtes aussi un esclavagiste, etc. Donc, il y a l'esclavage moderne mélangé avec l'esclavage de je ne sais pas quoi, de la Chine, de l'Inde, de l'Égypte ancienne, de la Turquie, de tout ce que vous voulez. Les esclavages, en fait. Les esclavages, voilà. Et finalement, l'esclavage dont il est question est noyé dans cette documentation, et ce qui fait que beaucoup de gens qui sortent du mémorial disent, mais finalement, on parlait de l'esclavage, mais c'était pas extraordinaire puisque ça s'est passé partout et ça n'a rien d'exceptionnel. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Voilà. Donc j'ai entendu plusieurs commentaires de ce type et donc il y a beaucoup de choses à revoir. Jessie, peut-être. Alors, je vais revenir sur les bandes dessinées qui, effectivement, ne montrent pas les Noirs de l'époque à leur belle image. Mm-hmm. Mais finalement, ce sont des faits qui se sont produits. Est-ce qu'il ne fallait pas du tout en parler dans le Memorial Act ? Quel fait ? Le fait que, justement, il y avait des Noirs qui volaient d'autres Noirs, qui n'étaient pas ensemble, du coup, qu'il y avait des traîtres, tout ça. Vous savez, je ne suis pas allé à Auschwitz ni à Treblinka, mais il me semble, je peux même m'aventurer à dire que vous ne trouverez pas dans ces monuments des exposés sur les trahisons des Juifs. Mais pourtant, il est bien évident que pendant la Shoah, il y a eu des Juifs qui ont trahi d'autres Juifs. Quand vous êtes en situation de domination et que vous êtes sévèrement réprimé par un système qui pratique la terreur, il est évident que tout le monde n'est pas héroïque. Il y a ce qu'on appelle des collaborateurs. Mais lorsque vous faites un monument, par exemple, sur la résistance en France, vous n'allez pas mettre un truc à la gloire des collabos. Donc, l'idée qu'il y ait eu des Noirs qui auraient pu participer de près ou de loin à ce trafic, c'est possible. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour en faire état. Nous avons des jeunes qui vont venir là, qui vont visiter et qui vont ressortir avec l'idée que finalement ce qui nous est arrivé, c'est de notre faute. En fait, tout ce discours-là est mis en place justement pour dédommager, on va dire, l'impact de l'influence de l'Europe dans ce trafic, et pour, on va dire, brouiller les pistes et faire en sorte que nous, je dirais, les descendants des Africains et de ceux qui ont été déportés, eh bien, nous ayons le sentiment que c'est une histoire il faut tourner la page, nous sommes tous coupables et nous sommes tous... C'est ça, ce discours-là qui est mis en place. Je ne sais pas si vous saisissez ma réponse. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est très important de modifier cette présentation. Ce n'est pas ce qu'il faut mettre dans un mémorial. C'est dans un mémorial, vous faites état de la grandeur de votre civilisation. Il y a des témoignages multiples disant comment l'Afrique était avant la colonisation, montrer en quoi cette colonisation a apporté beaucoup de problèmes en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Comment l'Afrique a été sous-développée à partir de cette agression occidentale. Montrer aussi donc les conséquences même ici, même au niveau psychologique, des mouvements qui tendent à faire l'apologie du métissage sont directement liés à cet esclavage-là. C'est-à-dire que la notion d'un certain complexe d'infériorité, l'envie de s'échapper de la race noire, de se fondre dans un universel illusoire pour ne pas endosser, je dirais, les responsabilités du présent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de notre peuple. Et donc, ce sont toutes ces questions qui sont évacuées à travers un discours qui est négationniste, il faut le dire, révisionniste, et qui ne tient pas compte des résistances africaines, par exemple. C'est très pauvre dans le mémorial, la notion de résistance africaine. On a l'impression que les Africains, c'était des vendeurs d'esclaves qui attendaient sur les côtes, que les gens viennent les chercher. Ils avaient des SMS qu'ils envoyaient aux Européens pour leur dire, tiens, ici, on a des esclaves à vendre, venez chercher. C'est une drôle de vision de l'histoire. Sans s'écarter du sujet, oui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette série qui passe en ce moment, Book of the Negroes. Écoutez, franchement, je ne regarde pas. Vous ne regardez pas la télévision? Ça peut m'arriver, mais cette série, non, je ne regarde pas. Parce que le problème qu'il y a avec les médias, c'est qu'ils ne sont pas dans les mains de ceux qui devraient les savoir. C'est-à-dire que notre histoire est racontée par nos bourreaux.
Oui. Ce sont nos bourreaux qui nous racontent l'histoire. C'est un peu le cas du Memorial Act. Donc, est-ce que ce sont les Allemands qui racontent l'histoire des Juifs? Je ne pense pas. Ce ne sont pas les nazis qui racontent l'histoire des Juifs. Donc, voilà ce qui nous arrive. Et donc, à travers ces films, ces feuilletons, ces émissions, etc., c'est encore un discours du maître qui est divulgué à travers, je dirais, quelques noirs qui sont là pour faire nombre. Oui. Voilà. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de voir en détail cette non, parce que ça corrobore un peu ce que vous dites. Alors, par ailleurs, il y a des historiens, même des Guadeloupéens, qui disent qu'au mémorial, la place n'est pas non plus assez faite à la civilisation Kalina, oui, aux Amérindiens, bien ou sûr, même aux Indiens qui sont arrivés après 1854 en Guadeloupe. Oui. Est-ce que, de ce point de vue-là, le mémorial ne remplit pas non plus sa fonction au vu du peuple guadeloupéen? Là, je comprends. On limite au peuple guadeloupéen. Tout à fait. Ben oui, bien sûr, c'est la même chose. Oui. Je pense que le manque de professionnalisme est à tous les niveaux. Et le manque d'équité aussi. Oui. Par exemple, pour les Amérindiens, il semblerait qu'ils étaient plus de 80 millions avant l'arrivée des Européens. Oui. Et 100 ans après, il n'en restait plus que 10 millions. Donc il y a un génocide. Oui. Ce génocide-là n'est pas dénoncé, n'est pas convenablement, je dirais, montré. D'accord? On parle un peu de maladie, un petit peu de guerre, voilà, puis voilà, c'est réglé. Oui. Donc on met plutôt d'ailleurs l'accent sur les grands conquistadors. On peut surfer pour aller voir qui était un tel Cortés, etc. Donc on a pas mal d'informations sur les bourreaux toujours, mais très peu sur les victimes. On aurait aimé savoir qui étaient les chefs Kalinago, qui étaient les chefs, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour résister, etc. Comment ils ont fait aussi pour être vaincus, que sont devenus ceux qui peut-être ont pu s'échapper, quels étaient les contacts entre Noirs et Amérindiens pour la résistance. Il y a plein de thèmes qui auraient pu être développés, qui ne sont pas développés dans l'intérieur de ce l'autre sujet... pour les Indiens, par contre, qui sont venus après aussi, c'est pareil. Oui, je crois qu'il y a juste un mur où on parle, c'est dans le cadre même de l'usine d'Arboussier. Oui. Ça rentre un peu, c'est mélangé avec plein de choses. Oui. Et puis voilà, on apprend qu'il y a des Indiens en Guadeloupe. Oui. Mais c'est pas sérieux. L'autre fait qui choque tout le monde, j'ai beaucoup entendu de commentaires là-dessus, c'est la présence à l'intérieur du mémorial d'un trône franc-maçon. Alors, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça, j'avoue que je n'ai pas compris. Ah ben, il faut comprendre. J'ai cherché dans l'histoire quel était le rôle des francs-maçons. J'ai appris que les francs-maçons étaient pour la plupart des esclavagistes aussi. Alors donc, et là, c'est présenté de façon assez... Oui, comme quoi, sans la franc-maçonnerie, l'esclavage qu'on sera en train de continuer. Chercheurs étaient francs-maçons, bien sûr, mais enfin, les propriétaires d'esclaves aussi. Alors, il me semble, bon, moi, je ne suis pas un initié franc-maçon, je ne connais pas les profondeurs de la franc-maçonnerie, mais il me semble que tout le programme est d'origine maçonnique, puisque, en fait, vous avez ce qu'on appelle les anneaux de la mémoire. C'est une perspective occidentale pour raconter cette histoire-là, qu'on appelle le commerce, entre guillemets, le commerce triangulaire, la traite des Noirs, enfin des mots qui sont là pour gommer la réalité. Et donc, dans ce soi-disant commerce triangulaire, vous avez donc Nantes, vous avez le Bénin, Ouida, et vous avez la Guadeloupe. À Nantes, il y a aussi donc, Bordeaux. Il y a Bordeaux. Oui, non, mais à Nantes, il y a un monument qui s'appelle enfin, ça s'appelle. C'est un mémorial. Oui, c'est une sorte de mémorial. Vous avez le même à Ouida. Oui. Et vous avez celui-ci de Guadeloupe qui vient clôturer le triangle, en fait, parce que les maçons aiment beaucoup les triangles, et généralement ils déposent un œil sur le triangle. Donc le mémorial Acte est en forme d'œil, hein, comme vous le voyez d'ailleurs sur la page de Racine, hein, c'est un œil. La région Guadeloupe ne s'en est pas cachée, puisque c'est la pochette de la région Guadeloupe qui présente, voilà. Et donc le mémorial Acte, en forme d'œil sur le triangle, ce sont des sujets maçonniques classiques. C'est un symbole maçonnique. Voilà, qu'on retrouve d'ailleurs dans la salle proprement dite. Oui. Vous avez encore cette histoire de triangle, d'œil. Vous avez un trône, peut-être qu'il y a quelqu'un assis dessus, je ne sais pas. Mais il paraît que les choses ne sont pas neutres. D'ailleurs, c'est jamais neutre ni innocent. Hein. Voilà. Je discutais d'ailleurs avec une mère d'enfants qui me disait comment ça se fait qu'on va chercher des enfants de familles guadeloupéennes pour les amener au Mémorial Acte dans le cadre donc de la laïcité, de l'école républicaine. On amène toutes les classes parce qu'il faut rentabiliser le mémorial, donc on fait venir tout le monde, les handicapés, tout le monde doit venir au Mémorial Acte. Et donc on organise donc des séjours avec les classes.
les petits jeunes qui sont donc amenés au Mémorial Acte, qui ne sont pas francs-maçons. Ils sont soumis on veut dire, à la mystique. Oui, c'est ça, parce qu'eux ne sont pas francs-maçons, ils n'ont pas demandé à l'être non plus. Oui. Et là, on leur impose quelque part, c'est-à-dire... Ce n'est pas une religion, c'est quand même quelque chose qui est juste exposé dans un musée. Mais mais ce n'est pas neutre, madame. Si je vous amène dans un temple vaudou, par exemple, et un temple vaudou, pour moi, c'est autre chose. C'est quand même quelque chose de... Mais est-ce que vous connaissez la franc-maçonnerie? Vous savez ce qui se passe à l'intérieur? Quels sont les rites qui sont pratiqués? C'est pas secret. Il y a toutes les informations disponibles sur Internet concernant la franc-maçonnerie. Mais c'est juste le fait de dire que bon, c'est quand même pas une religion, que c'est un trône qui est disposé dans le Mémorial Acte. Donc je pense pas que la laïcité soit atteinte, en tout cas. Ah bon? Mais écoutez, lorsqu'il y a un trône, il y a des colonnes du temple, il y a tous les symboles rituels, il y a le damier à terre, etc. Vous entrez dans un temple, vous entrez dans un lieu qui a une histoire, qui a un rituel. Et les jeunes qui rentrent là sont peut-être plus sensibles que les adultes, et peut-être que ça leur fait quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose quand même qui n'est pas simple. C'est-à-dire que, à moins qu'on estime que la franc-maçonnerie c'est quelque chose de tout à fait valable et qu'on doit tout le monde doit reconnaître la valeur de la franc-maçonnerie, là c'est autre chose. Mais c'est un choix idéologique. C'est un choix. Je ne sais pas si ça avait été un autre, parce que le vaudou aussi est considéré comme non pas comme une religion, mais comme un art de vivre, une philosophie, etc. Donc, si on avait mis tout le monde dans un temple vaudou, je pense que les gens auraient réagi bizarrement. Donc là. Ça peut être un point aussi. Je ne dis pas que j'incite les gens à se faire attention à ça, mais j'ai eu des retours de personnes qui me disent mais pourquoi on va envoyer leurs enfants dans un lieu aussi marqué, je dirais, aussi la franc-maçonnerie elle est placée là quelque part, elle n'est pas discrète, hein, c'est pas quelque chose de discret. Donc bon, je ne sais pas, c'est pas une mystique que je pratique, mais je sais que bon, elle est tendancieuse aussi pour beaucoup de personnes. Tout le monde n'est pas franc-maçon. Ce qui se passe, j'essaie de comprendre, c'est qu'en réalité, l'explication de la présence de ces ornements et cet attirail maçonnique n'est pas justifiée par le reste, c'est ça. C'est-à-dire que on ne sait pas réellement quelle a été l'intention des initiateurs du mémorial en passant dans le mémorial ces objets et qui sont rituels. Bon, cela dit, c'est pas une religion, mais ça aurait été, par exemple, on peut imaginer qu'on aurait mis là des choses ayant trait au rastafarisme, par exemple. Pareil, tu aurais posé la question de savoir pourquoi il y a des trucs de rasta là, même si on en parle légèrement, mais on en parle un petit peu quand même. La petite salle rasta, la petite salle rasta, elle est folklorique. Il y a des bouteilles de gaz, des sandales, des Nelson Mandela, c'est un peu un fourre-tout. C'est pas symbolique. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique qui a été là, une mystique. Alors, deux petites choses très rapidement avant de terminer. Alors, sur ce mémorial, alors, la question qui se pose, et que j'ai entendu beaucoup de fois, faut-il oui ou non fermer le mémorial? Non, je ne dirais pas, parce qu'on va me traiter d'extrémiste, d'ultra, etc. Ouais. Je ne suis pas pour le brûler, ni qu'il y ait un tsunami qui passe dessus, ni qu'on lui mette une bombe ou quoi que ce soit. C'est déjà là, ça a coûté effectivement suffisamment cher. Je pense qu'on peut en faire quelque chose. Maintenant qu'il y a, il faut rectifier, il faut corriger. Vous avez entendu, Monsieur Tirolien, quand vous savez que j'ai souhaité avoir Monsieur Létang avec vous aujourd'hui. On m'a expliqué qu'il était en stage, qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'était pour lui poser des questions, mais je ne manquerai pas quand l'occasion se présentera de lui faire lire votre revue. Je ne sais pas s'il l'a lu. Je l'ai envoyé en tout cas à pas mal de monde. Oui, donc il l'a lu. Il posé des questions. Est-ce qu'il va avoir une rectification? Parce qu'en fait, la question qui se pose aujourd'hui n'est pas tant de fermer le mémorial, mais de savoir ce qu'on peut en faire en arrangeant, en modifiant ce qui peut être modifié si la première mouture n'est pas bonne. Absolument. Vous êtes partisan à être, par exemple, au comité scientifique pour si on devait... Vu ce que ça a donné, le comité scientifique, j'ai peur de ce nom. Je suis bien content de ne pas en faire partie. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est sur un territoire guadeloupéen. Donc, ça appartient aux Guadeloupéens. Donc, c'est aux Guadeloupéens, s'ils sont mécontents du contenu, de faire en sorte que ce contenu-là soit corrigé. Je prends un exemple. Vous avez le
le phénomène, le dénommé Bartolomé de las Casas. Oui. C'est quelqu'un qui a demandé à ce qu'on remplace les Amérindiens par les Africains. Oui. Donc, on va dire, grâce à Bartolomé de las Casas, il y a eu l'abolition de l'esclavage des Amérindiens. Oui. Mais aussi, En Amérique latine. mais aussi, Oui. entre guillemets, grâce à lui, Oui, l'esclavage. l'esclavage des Africains a commencé. Et voici que cet homme se trouve dans le couloir des héros du Mémorial Act. Glorifié, c'est vrai. Il est glorifié, celui même qui est à l'origine de notre esclavage. Donc voilà de genre d'incohérences graves qui se trouvent dans le mémorial et qui, à mon avis, ne sont pas, comment dire, elles ne sont pas tolérables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut tolérer dans le mémorial. Imaginons, par exemple, je sais pas moi, la salle folklorique des Rastas ou bien le jardin créole où il n'y a pas beaucoup de choses. Tout ça, on peut garder ça comme ça pour l'instant, en attendant d'améliorer. Mais il y a des choses qui... C'est moins nocif, vous voulez dire. Voilà, c'est moins nocif. Mais il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être. Le couloir où on marche sur nos ancêtres, ça doit être absolument corrigé. Le Bartolomé de las Casas doit être exclu du système de louange dont on le place là. Ensuite, le discours lénifiant sur Christophe Colomb et ses sbires qui chassaient des Amérindiens, ça n'a rien à faire là. Donc il y a une quantité de choses qu'il faudrait vraiment nécessairement corriger au plus vite, parce qu'il y a des jeunes qui vont, pendant qu'on parle, il y a des jeunes qui y vont. En tout cas, ils vous ont vu. Et vous ferez campagne au-delà du journal, du numéro spécial de Racine. Racine continuera à faire campagne pour une rectification. C'est-à-dire, c'est pas notre seul cheval de combat, de bataille. Non, nous avons fait un Racine là-dessus pour je dirais, alerter. Voilà. Nous n'avons pas vocation à aller tout le temps parler de cela. Nous faisons des conférences aussi. Nous avons des animations que nous proposons dans lesquelles nous traitons de ce sujet. Bon, donc on est là. On est aussi capable de s'unir avec d'autres qui auraient des choses à dire sur le sujet, mais on ne se fixe pas comme objectif d'aller... C'est pas votre obsession? Non, c'est pas une obsession. C'est simplement, quand même, ça nous a touchés, et on s'est dit qu'on pouvait pas rester sans parler, sans réagir, à propos d'un monument aussi désagréable, je dirais, en ce qui concerne son contenu. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle aux téléspectateurs qui ont pris en cours qu'ils pourront revoir cette émission, cette partie sur le www.zcl.tv, et que votre journal il est disponible, puisqu'on a vu pendant toute l'émission le numéro spécial de Racine que vous avez. Merci. Vous pouvez montrer d'ailleurs. Oui, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas si avec les... Donc ça, c'est le Mémorial Act. Voilà, j'en ai amené 3 petits. C'était celui-là, c'est le Yovoda. Voilà, le Yovoda, parce qu'en fait, ils sont, je dirais, presque inséparables. Le Yovoda, c'est la Shoah africaine, on va dire. C'est ce qui nous est arrivé. Et donc, le Yovoda, justement, il est traité de manière folklorique dans ce mémorial. Donc, il nous faut traiter les choses plus sérieusement. Merci Gaël Tyrolien. Merci. Il est un petit peu plus que 13h, même 13h05. On prend rapidement la pause de pub et on va retrouver Jessie pour la suite de ce ZCL. Et notre prochain invité, ou c'est une femme, c'est Madame Lydia Jardon qui est déjà là. On va la recevoir tout à l'heure. C'est elle qui est l'organisatrice du Festival des musiciennes de Guadeloupe. Voilà, pause pub et on se retrouve très rapidement pour la suite du ZCL. Merci d'être avec nous. On continue. Merci beaucoup. – 13h12 dans le ZCL de ce jeudi 19 mai. On retourne donc à l'actu et tout de suite, si vous avez raté le début, je vous rappelle qu'on a reçu monsieur Tyrolien qui a parlé du mémorial. Revoir le mémorial, en tout cas, c'est ce qui est prévu dans son journal Racine. Tout de suite, on va revenir à l'actualité avec Jessie. Tout de suite, Jessie, qu'est-ce qu'on retient pour les titres de l'actu d'aujourd'hui? Alors, Danick, pour les titres de ce 19 mai, toujours contre la réforme des collèges, le SNES-FSU Guadeloupe organisait ce matin aux Abîmes une conférence de presse pour réaffirmer leur opposition face à la réforme qui sera normalement mise en application dès la rentrée prochaine.
Et la FEDOM a 30 ans cette année. Avant de célébrer l'événement, le président Jean-Pierre Philibert nous dresse un tableau global de l'économie des Outre-mer. Et hier se déroulait une journée porte ouverte au parc des Roches Gravées de Trois-Rivières. Vous pouviez participer à une visite commentée des fouilles archéologiques. Tous contre la réforme des collèges, c'est ça? Voilà, Dani, qu'on poursuit avec le développement de notre premier titre. Et ce matin, aux Abîmes, le SNES-FSU Guadeloupe tenait une conférence de presse de mouvement national contre la réforme du collège. Une manière de réaffirmer donc leur opposition à cette réforme qui va, selon le syndicat, mettre en difficulté les enseignants et mettre en péril la réussite des élèves. De nombreuses options seront menacées, telles que le latin, le hindi ou encore les classes bilingues. Reportage Charlie Dagonia. Entre en vigueur normalement à la rentrée de septembre 2016 pour la première fois, avec comme particularité de s'appliquer sur les 4 niveaux d'un coup, ce qui va donner une surcharge de travail gigantesque pour tous les collègues, sachant que les éditeurs ont déjà expliqué qu'ils ne seraient pas en état de fournir tous les manuels et que les manuels seraient distribués sur 2 ans. Ce qui veut dire que les collègues, la moitié des collègues va se retrouver sans manuel scolaire et donc à devoir se débrouiller par eux-mêmes à la rentrée. Il y a d'une part une diminution horaire pour l'élève de 6 heures sur la scolarité, 6 heures hebdomadaires sur la scolarité d'un enfant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle met en place, au prétexte de mettre en place des enseignements interdisciplinaires, une réduction des moyens en général au sein des établissements scolaires. Et nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement la réécriture du décret pour remettre en place les moyens nécessaires à la réussite de tous les élèves, de remettre en place des repères annuels et de remettre en place des heures en plus des horaires disciplinaires pour faire des projets et pas des heures à la place des heures disciplinaires pour faire les projets. Dit que le tamoul, enfin. Et donc on reprend avec une brève toujours dans l'éducation et l'examen d'Hindy, c'est une première en Guadeloupe. Le lycée Jardin d'Essai à Pointe-à-Pitre sera un centre d'examen pour le Hindi Certificate ce dimanche 22 mai. Cet examen concerne donc les étudiants ayant déjà une certaine maîtrise de la langue hindi. Ils auront des épreuves de grammaire et de rédaction. Et vous allez apprendre bientôt le hindi. Si, pourquoi pas. Ou peut-être le tamoul. Voilà, on va parler musique, on va quitter l'hindi un peu, voir les musiques avec Fabrice Di Falco qu'on reçoit dans le cadre de ce festival des musiciennes. Alors, on est un petit peu étonné puisqu'un festival de musiciennes, on s'attendait à recevoir une femme et c'est un homme qui vient nous parler et vous êtes soprano. Exactement, je suis soprano masculin. Je reprends le répertoire des castrats. C'est pour ça que ma particularité vocale me donne une place dans ce festival musicien en Guadeloupe depuis 4 ans. Alors, il faut peut-être expliquer aux Guadeloupéens, aux gens qui nous regardent, ce qu'est un castrat, parce qu'on entend le terme, on sait que c'est des gens qui ont une voix particulière, et je vais même aller plus loin. Non seulement vous allez nous expliquer ce qu'est un castrat, mais vous allez nous faire une toute petite démo. Alors, en fait, à l'époque baroque, si vous voulez, les femmes étaient interdites de chanter dans les églises et dans les théâtres. Et musicienne en Guadeloupe du 20 au 25 mai. De castrer les jeunes garçons pour qu'ils puissent, après la puberté, garder leur voix d'enfant, leur voix aiguë. Je dirais que grâce à Dieu, en tant que Martiniquais, mes parents n'ont pas eu besoin de me castrer. J'ai gardé. Je suis un castrat moderne, on va dire. Un castrat des îles modernes. Oui. Et alors j'ai gardé la voix d'enfant et sans opération, sans castration. Et on est 10 dans le monde à avoir cette voix de sopraniste, soprano masculin. Oui. Et c'est une voix qui, depuis 22 ans, me fait voyager dans le monde entier, puisque je reprends tout le répertoire de Farinelli et tout le répertoire de Mendel, de Mozart, etc. On ne peut pas ne pas vous demander un petit extrait quand même. Juste une seconde, parce que pour que les gens comprennent ce qu'est un castrat homme. Alors, ma voix d'enfant qui est restée jusqu'à maintenant ressemble donc à... Mais comme je n'ai pas subi de castration, j'ai la voix. Et vous faites ça sans aucun effort particulier. Ça fait 22 ans que je travaille cet instrument. Oui.
Donc, heureusement qu'il n'y a plus d'efforts après 22 ans. Vous dites que vous êtes seulement 10 dans le monde à avoir cette faculté, on peut dire. Exactement, comme ça. oui. Je suis le seul Français. Et le seul Français en plus. Oui. Et comment vous êtes accueilli sur le plan international? Ah bien. Depuis 22 ans, comme je vous dis, je traverse le monde entier. Pour ceux qui connaissent la musique classique et l'opéra, il y a un contre-ténor qui est très célèbre maintenant, qui s'appelle Philippe Jarouski, et qui dit dans le monde entier qu'il a découvert sa voix en écoutant la voix de Fabrice Di Falco en 1994. Oui, donc je suis un vieux de la vieille dans ce répertoire. Et donc vous serez donc à ce 5e festival des musiciennes. Exactement. Vous serez pratiquement l'attraction, on va dire. Alors je ne suis pas l'attraction, je suis, je dirais, cet homme qui rappelle un peu que les femmes avant étaient interdites dans les théâtres. Et surtout, par exemple, demain à l'Archipel, je suis le maître de cérémonie, c'est-à-dire que je serai un peu ce Don Juan, cet homme, je dirais, non castré, qui va faire que toutes les femmes sont autour de lui, et je serai autour de toutes ces femmes. Quel plaisir vous aurez. Ah oui, complètement, parce qu'en tant que Martiniquais, en tant qu'Antillais, de l'île Sœur, n'est-ce pas, je vais pouvoir faire le lien entre ces femmes qui vont chanter, interpréter différents rôles. Alors vous allez entendre, comment dirais-je, Coretta, Moïsa, Jean-Alexis, avec qui j'étais en classe au lycée de Bellevue en Martinique. Vous allez entendre Erika Lormel, qui est une très très grande chanteuse. Les autres années, on a eu Leila Brédan, on a eu Carole Venutolo. C'est Madame Jardon, qui est pianiste, qui a eu depuis 5 ans l'idée de faire ce parallèle entre les artistes caraïbéens qui font une très belle carrière dans les Caraïbes et puis les artistes caraïbéens à l'international pour qu'on se rencontre. Sans ce festival, je n'aurais pas rencontré Déborah Menea Attal, Carole Venutolo ou Leila Brédan ou d'autres. Parce que vous savez, il y a très peu de noirs à l'international dans l'opéra, donc à part les grands noms comme Jessie Norman ou Barbara Hendricks, mais ça c'est déjà une ancienne époque. Oui. Et moi qui suis là depuis 22 ans, c'est une nouvelle. Grâce à ce festival, je découvre les trésors que la Caraïbe a, et j'essaye, si vous voulez, avec ma notoriété, d'emmener certaines en métropole pour des concerts. Par exemple, on fait beaucoup de concerts avec Déborah Menea Attal, que vous allez entendre en duo avec moi, le Stabat Mater de Pergolèse, à Notre-Dame du Mont-Carmel, le 25 mai. Alors, votre répertoire, il est étendu en matière de chant lyrique? Oui, alors le répertoire des castrats est assez étendu parce qu'il y a quand même une recrudescence et ça devient à la mode, ces voix-là. Mais vous savez, ces voix de castrats sont assez proches de la voix de Prince ou de Michael Jackson ou de David Bowie, je dis, ou Freddie Mercury. Enfin, je veux dire, ce sont des voix qui dans la pop ont raison d'être, et dans l'opéra nous donnent un grand répertoire. Beaucoup de compositeurs composent pour nous, et je suis aussi un fanat de jazz parce que j'ai créé un groupe. J'allais vous poser la question, est-ce qu'en dehors du chant lyrique, vous arrivez à interpréter d'autres registres? Oui, mon parrain est Manu Dibango, et quand il m'a demandé en 2001 de faire la première partie de l'Olympia, juste après il m'a dit tu devrais mélanger le jazz à la musique d'opéra. Donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Di Falco Quartet, où je reprends toutes les œuvres d'opéra que je transforme en jazz. D'accord. Mais d'ailleurs il y aura un mélange, je crois, de la musique classique avec les harmonies caribéennes. Exactement. Alors c'est ça qui est intéressant aussi dans ce festival de Madame Jardon, c'est qu'au-delà de la musique classique, on fait venir, je dirais, des femmes K, on fait venir du style pan, on fait venir différentes personnalités ancrées, je dirais, dans la musique créole et caraïbéenne pour s'allier avec la musique classique. Parce qu'on a l'impression, pour les métropolitains, que nous, les Noirs, la seule musique qui nous fait vibrer, c'est la musique zouk, raga. Mais enfin, on oublie quand même que notre essence même d'être noir est le métissage de plusieurs choses. Et nous aimons aussi bien le gospel, nous aimons aussi bien l'opéra que toutes les musiques. Je dirais presque que nous avons la chance d'être noirs parce que nous avons plus une culture quasi pluridisciplinaire. Comme disait Quincy Jones, si les Noirs n'existaient pas, la musique serait très pauvre. Ah, elle n'aurait ni couleur ni saveur. D'accord. En tout cas, le rendez-vous, c'est à partir de Alors, à partir de demain, 20 mai, à la scène nationale de l'Archipel, vous allez pouvoir entendre ces perles guadeloupéennes du bel canto avec Déborah Menea Attal, Erika Amédis Lormel, Coretta Moïsa Jean-Alexis, Corinne Nanette, Luane Pommier, Cindy Chanlot et Madame Lilia Jardon, la directrice artistique, et moi, en tant que maître de cérémonie, qui va me faire un plaisir
plaisir d'être très proche de leur saint, S-A-I-N-T-S, comme les castrats. Je disais bien qu'il fallait préciser de quel saint il s'agissait. Merci en tout cas à Fabrice d'être venu nous faire découvrir ce qu'était un castrat. J'espère que tout le monde a compris. Peut-être que s'il existe un nouveau castrat en Guadeloupe. Exactement, je serais ravi de pouvoir l'élever justement au niveau international. Exactement, parce que c'est important que nous les Noirs qui avons réussi dans un certain domaine, qu'on aide la nouvelle génération. On reste trop enfermé dans un cercle sans aider l'autre. Tout à fait. 13h23, Jessie, on continue le parcours de l'information. Et là, on va parler du conseil municipal de la ville de Sainte-Anne. C'est ça, Danick. Hier, donc, la ville de Sainte-Anne tenait son conseil municipal. Parmi les points abordés, on note la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, la détermination d'un montant des subventions des associations et enfin, fixer les mesures relatives à la rentrée scolaire 2016-2017. Reportage Maxime Morel. Mesures relatives à la rentrée scolaire 2016-2017. Avis du conseil municipal. L'objectif, c'est de mener des actions afin de prévenir la délinquance. En fait, c'est dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 où les communes de plus de 10 000 habitants ont cette obligation de créer le centre local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous voulons vraiment mener ces actions et en faisant part à l'ensemble des acteurs qui sont déjà sur le terrain dans le cadre de la prévention de la délinquance, à travers effectivement la famille, l'éducation nationale et l'association. Donc l'objectif, c'est au mieux de faire en sorte que nos jeunes, surtout, aillent le plus loin dans leur activité scolaire. L'objectif, c'est vraiment de répondre à cette demande de nos jeunes et de les accompagner contre l'oisiveté. C'est un problème pour l'ensemble de la Guadeloupe, c'est un problème sociétal. Peut-être pas plus forcément qu'ailleurs, mais peut-être pas moins. En tout état de cause, il fallait que nous ayons quand même ce CLSPD. En réalité, nous devons effectivement mettre en place ce dispositif. Tout ce qui est important, comme je le dis, c'est de manifester notre volonté au-delà de purement de réunir un certain nombre d'institutions. C'est vraiment de montrer à travers l'accompagnement des jeunes, l'insertion par l'activité économique, les chantiers d'insertion, accompagner les associations dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. J'ai communiqué 2 agents qui seront mis à la disposition de la mission locale pour effectivement permettre de favoriser ces genre de difficultés. De la même façon aussi que nous comptons accompagner notamment une association que nous avons créée, Impact Insertion, pour favoriser l'insertion sociale, les chantiers d'insertion. Et donc ce sont ces actions que nous devons mener pour favoriser la prévention de la délinquance. 13h25, on va parler de la nuit européenne des musées. Pour cela, on reçoit M. Golfa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur du château de Murat. C'est ça, l'écomusée de Marie-Galante. Oui, qui vient d'avoir son festival. Ça a pas... Quand il y a fait festival, il n'y a pas trop de dégâts après, non? Non, c'est bien organisé. Oui, on se rétablit assez bien de ces nuits fiévreuses. Oui. Vous y étiez quand même? Oui, quand même. Oui. Ça vous a plu? Bien sûr. Bien, alors, on revient à la nuit européenne des musées. C'est quoi cette manifestation globalement? C'est l'ouverture, c'est musée porte ouverte, c'est ça? Voilà, donc c'est une manifestation nationale. Donc elle a lieu dans tous les musées de France. Et en effet, c'est une ouverture du musée la nuit ou une animation qui a lieu à la nuit tombée. Oui. Alors, pour la Guadeloupe, alors, combien de musées sont touchés par cette manifestation? Alors, bien sûr, Chelcher, qui est en travaux d'ailleurs. Alors, le musée Chelcher qui vient de fermer. Oui, il est en travaux. Voilà, exactement. Oui. Mais il y a une manifestation quand même organisée par le musée Chelcher à l'habitation Beau Soleil, au Fonds d'art contemporain. D'accord, où il y a une exposition en ce moment qui s'appelle Réparation. Voilà, c'est ça, et qui accueille un artiste qui s'appelle... parce que là je parle pour mes collègues, donc François Piquet. François Piquet qui était ici il y a quelques semaines. Et puis alors, musée Saint-Jean-de-Perse aussi. Alors le musée Saint-Jean-de-Perse, oui, qui est donc un musée municipal de la ville de Pointe-à-Pitre. Qui n'entre pas dans le cadre des musées du Conseil général, non, c'est ça? Non, c'est ça. Donc il sera fermé, lui? Non, il est ouvert. Il y a une visite guidée également à la lampe torche. D'accord. À la lampe torche? Oui. Pourquoi à la lampe torche?
Eh bien, parce que les lumières sont éteintes. D'accord. Et c'est le cas également au musée Edgar Clair, musée archéologique, qui fait aussi une visite guidée, voilà, au moule à partir des 19h à la lampe torche. Voilà, c'est l'originalité. Et au parc des Roches Gravées, oui, également. Là, il y a une visite guidée bilingue qui est faite par les élèves là, dans le cadre de la classe L'Œuvre. Oui. Et là, ça, c'est l'après-midi. Et le soir, une visite guidée au flambeau, une visite comptée même, plus précisément, par le conteur Fayot. Alors, si je comprends bien, la nuit des musées, c'est l'aspect entre la liaison de la lumière et du musée, c'est ça? Voilà. Oui. Mais dans tout ça, je n'ai pas parlé donc de Murat encore. Oui, justement, on allait y venir, on a des images de Murat. Alors, juste une question que je pose. Murat, il y a deux parties. Il y a une partie visible qui tient, et puis à côté, il y a des wins. Alors, est-ce que ces wins vont rester des wins, ou bien, parce qu'à un moment, j'ai pu comprendre qu'on voulait les reconstruire. Est-ce que c'est un projet qui... Alors, il y a un projet de développement, oui, qui est dans l'air, parce qu'en effet, le site de Murat mérite ce développement. Il y a des collections qui ne sont pas visibles du public, il y a des thématiques qui ne sont pas traitées, et comme c'est l'écomusée de toute l'île, il y a beaucoup à dire sur l'histoire et sur la vie, les arts et traditions populaires de l'île de Marie-Galante. Murat, c'est une habitation du 17e. Oui, à l'origine, tout à fait. Mais ce qu'on voit, ce qui est visible, c'est surtout au 19e. Oui. Alors, qu'était-ce exactement? Était-ce un château ou une habitation? C'était une habitation classique avec son moulin à bête, son moulin à vent, sa sucrerie, ses terres. Mais elle a ce site particulier que les propriétaires, les Murat, justement, au début du 19e siècle, ont eu l'idée ou la fantaisie de construire une sorte de maison de maître néoclassique en pierre, et qui était totalement en ruine, il faut le dire, jusque dans les années 60, et qui a été restauré. Oui, c'est assez magique cette restauration quand on regarde les archives de ce site en 1966, où c'était au milieu des broussailles que des tas de pierres, quoi. Oui. Et aujourd'hui, vous avez réussi à en faire un musée qui est très visité? Oui, très visité. C'est le site muséal, patrimonial le plus visité de Guadeloupe, le site public, puisqu'on a 55 000 personnes environ comptabilisées sur le site. Oui. Donc c'est quand même beaucoup. Oui. Et alors, les autres monuments qui sont à Marie-Galante, qu'on appelle souvent l'île aux 100 moulins, quel est leur rôle dans l'affaire? Ils n'appartiennent pas au Conseil général, non? Alors, le site de l'écomusée, vous faites bien de le rappeler, plusieurs sites, ce sont 4 sites. Oui. Il y a aussi le très beau site et très visité site de Roussel-Trianon, qui est aussi une habitation, où il y a des vestiges intéressants. Oui. Et puis, il y a la Mare-aux-Ponches, qui est à l'origine aussi une habitation, l'habitation Pirogue, mais qui est plutôt un lieu de mémoire lié à l'abolition de l'esclavage. Et puis un site malheureusement peu visible et difficilement visitable, qui est l'ancienne usine de Doro. Oui. Et également qui est moins connu parce qu'il est au nord de l'île, difficilement accessible, oui. D'accord. Et pas mis en valeur. Oui. Et il y a également aussi dans le patrimoine du conseil départemental 25 moulins. Sur la centaine, il y a au moins 25. Oui. Et ces moulins, quel est leur avenir? Je veux dire, certains sont en ruine pratiquement. Oui, certains sont en ruine, certains sont même pas visibles. Oui. Pour l'instant, ils ne sont pas signalés. Si on veut les il y a aucun projet pour ces moulins? Non. Comment? Il y a aucun projet pour ces moulins? Non, pas pour l'instant. Ouais. Ils resteront en l'état? Ils resteront en l'état. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'écrouler? Ils sont résistants. Il faut quand même un tremblement de terre pour les écrouler. D'accord, j'ai ici peut-être une question. Alors, les élèves présenteront des travaux autour de la cloche d'habitation. Pourquoi la cloche d'habitation? Cette animation-là ne va pas avoir lieu. Ah, mince alors. Pourquoi? Pourquoi ça a été annulé? Non, oui, ça a été annulé, oui. D'accord, très bien. Mais vous aviez choisi la cloche d'habitation, pourquoi? Parce que c'est tout un symbole. Okay. C'était le symbole de l'appel au travail. De l'époque de l'esclavage? Voilà. Oui, après l'esclavage, je pense, quand même, parce qu'elle n'est pas si ancienne. Elle ne date pas du début 19e, je ne pense pas. Et comment ça se passe? C'est facile de pouvoir mobiliser les jeunes autour des musées? Oui, on a une bonne fréquentation du public jeune, du public scolaire, mais on n'a pas de service éducatif à proprement parler à Murat. Oui. C'est-à-dire d'enseignants d'éducation nationale détachés. C'est un projet? C'est un projet, oui, c'est souhaité. Oui. Surtout si le musée se développe, il faudra absolument qu'on ait cet Alors j'ai vu qu'en France hexagonale, ils commencent, alors certains musées, mais encore très peu, c'est tout nouveau, ils essayent d'organiser des jeux
aussi au sein des musées où on reproduirait un peu l'histoire. C'est une nouvelle façon de pouvoir attirer du public, notamment les publics jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu reproduire ici aussi en Guadeloupe? Des jeux à l'attention des plus jeunes? Oui, alors ils font appel à une société spécialisée, hein, mais alors il y a toute une mise en scène qui est faite dans certaines pièces, bien sûr des musées ou bien des châteaux, qu'on s'est fait vraiment pouvoir quand même protéger certains espaces. Mais voilà, ça permet d'attirer du coup un jeune public et puis la famille tout entière en fait. Et pourquoi pas, parce que le site de Murat s'y prête particulièrement bien. D'accord. Hein, on a toutes sortes d'animations. Là, on a des ateliers culinaires, on a eu une chasse aux œufs, on a eu 250 personnes, dont une majorité d'enfants. Ça permettrait en plus de pouvoir raconter l'histoire, mais de manière plus théâtrale aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc à Murat, on a quand même une animation qui, le soir de la nuit des musées. Quel type d'animation? Qui donc est un lait rose. Hein. Ah, carrément. Oui, voilà, un lait rose. On va d'ailleurs bénéficier. Il va se faire celui-là? Et il va se faire, oui, parce que la semaine dernière, celui de candidat n'a pas eu lieu. Pendant le Terre de Blues, il y avait un lait rose qui était prévu qui n'a pas eu lieu. Oui, il y a eu des problèmes d'électricité, d'eau, voilà, etc. De pluie, voilà. Non, celui-là va avoir lieu. Hein, donc, c'est sous forme de ballet. Et la thématique, c'est l'abolition de l'esclavage. Donc, voilà. Et quel groupe a été retenu? C'est FC Ducos. D'accord. Un groupe de Marie-Galante. De Marie-Galante. Voilà, oui. Tout à fait. Oui. Donc c'est à 19h, c'est libre et gratuit. Libre et gratuit. Alors c'est la nuit des musées, c'est tous les musées de la Guadeloupe, éclairés, que ce soit à la torche ou avec... Voilà, là où la lumière classique. Hein. Comme on dit, Fiat Lux. Voilà. Ben, écoutez, M. Godefroy, on vous remercie. Il est 13h34, on va prendre notre pause, deuxième pause de publicité, et on va retrouver tout à l'heure Jessie, et aussi notre rubrique juridique, puisque ça va être l'heure, puisque nos deux avocats sont déjà en piste pub, et on se retrouve. Retour sur le plateau du ZCL, il est 13h39 minutes avant de parler de l'organisation des funérailles. La question de la concession, c'est avec nos avocats de la chronique juridique. Tout de suite, retour sur l'info avec Jessie. Il n'y a pas que Canal 10 qui fête son trentenaire. Non, du tout, Daniel. C'est la FEDOM qui fête également ses 30 ans cette année, avant donc la cérémonie qui aura lieu demain à la mairie du 16e à Paris. C'est l'occasion pour le président Jean-Pierre Philibert de dresser un tableau de l'économie globale des Outre-mer. Reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Contrasté, mais globalement ça va mieux. Ah, une bonne nouvelle. Oui, alors je dis globalement, donc encore une fois, les gens du bâtiment, nous venons d'en parler, mais c'est vrai que le tourisme va mieux et qu'on voit dans d'autres secteurs ce que j'appellerais un frémissement. Il faut naturellement l'accentuer, d'où les combats que nous menons pour les bonnes politiques économiques en appui. Nous l'avons, ce résultat, cette meilleure, si j'ose dire, activité, s'est traduite également en termes d'emploi. Et vu que nous avons, contrairement à la France, progressé, et parfois d'une façon plus significative, en matière d'emploi. C'est vrai on parle plus bas, mais en tout cas, on voit qu'outre-mer, on sait aussi créer des emplois pour peu qu'il y ait un peu de dynamisme d'activité. Ça reste, pour être très objectif, cher Maurice Cessé, ça reste très contrasté. C'est-à-dire que un gros orage tropical, si j'ose dire, un orage politique tropical peut également nous faire redescendre très vite. On a besoin, vous le savez, de stabilité, de continuité, notamment des politiques publiques pour pouvoir progresser. Mais justement, cette petite amélioration est due, selon vous, aux mesures gouvernementales de ce gouvernement et peut-être du gouvernement précédent? Je crois que c'est un mixte, si vous voulez, mais j'ai envie de vous dire d'abord... Il y a toujours beaucoup de mesures qui sont prises pour les gens. Mais j'ai envie de vous dire que c'est d'abord dû aux entreprises. C'est-à-dire que, quel que soit... Vous savez, il y a des règles économiques imparables. Quelles que soient les aides dont vous bénéficiez, si vous n'avez pas d'activité, c'est-à-dire si vous n'avez pas de commande, si vous n'avez pas de clients, ça ne va pas avancer. Donc il faut naturellement qu'il y ait un projet économique, qu'il y ait une activité, qu'il y ait des commandes, et à ce moment-là, les chefs d'entreprise embauchent.
Les mesures dont on parle, Maurice Cessé, sont des mesures d'accompagnement. Ce n'est pas celles qui vont faire l'activité économique. Ce sont celles qui vont permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises. Donc je veux dire, moi j'ai d'abord un grand coup de chapeau que je tire à nos chefs d'entreprise, parce qu'il y a un formidable dynamisme outre-mer, une envie d'entreprendre. On connaît les difficultés, on connaît les obstacles, mais il y a aussi des perspectives qui s'ouvrent. On en parlera peut-être aujourd'hui ou plus tard sur la coopération régionale, les marchés à conquérir autour de nous. L'économie, c'est dire quoi en coopération régionale? Il y a des pays qui sont en train, autour de nous, de se développer, de croître, d'avoir des taux de croissance d'ailleurs beaucoup plus importants que les nôtres. Ces pays ont des besoins. Ils ont des besoins en équipement, ils ont des besoins en infrastructure, ils ont des besoins en nouvelles technologies, ils ont des besoins que nous sommes capables de leur apporter. Alors il faut bien connaître les règles, à la condition naturellement qu'on travaille sur les normes, qu'on voit à quelles conditions. Il y a des choses qui sont absurdes. On me dit, est-ce qu'on va faire des marchés régionaux, par exemple avec le Brésil, avec toute cette pointe Amérique centrale, début d'Amérique du Sud, aux normes européennes? La réponse, c'est sûrement pas. Et il est 13h43, donc on reprend avec notre chronique juridique. La semaine dernière, si vous avez suivi, on avait donc abordé les questions du décès d'un proche. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'organisation des funérailles et la question de la concession. Donc on commence tout de suite avec la première question. Est-ce qu'un mineur peut organiser les funérailles d'un proche, ses parents ou autre? Réponse là nette, non. Sauf. La loi radio aussi que si par exemple, cependant, un mineur, il y a entre 16 et 18 ans, et qu'il est émancipé. Émancipé, là veut dire que bien qu'il est mineur, mais un genre très développé, très bien, et que le juge de tutelle a décidé qu'il est émancipé, c'est-à-dire qu'il a le même droit qu'un majeur. C'est-à-dire qu'il est considéré comme majeur bien qu'il n'ait pas 18 ans, mais pour une décision du juge de tutelle. Et à un moment-là, ça, étant donné qu'il est assimilé à un majeur, eh bien, il peut ni savoir les dernières volontés. Il peut à un écrit quelconque dit, là, il est mort, mis comme ça, qu'il a été évelé, que l'enterrement est passé, que quelqu'un qui était là, quelqu'un qui paye là, enfin bref, les dernières volontés. Donc non, mais avec une nuance. Alors, question pour Maritza, que risque-t-on si on ne respecte pas la volonté du défunt en matière d'organisation des funérailles? Il y a un risque? Effectivement, la semaine dernière, on a indiqué que, mon confrère vient de vous le dire, qu'on pouvait, dans un testament ou dans des déclarations chez un notaire, prévoir l'organisation de ces obsèques, le caractère civil ou religieux par exemple, et le fait de ne pas respecter les dernières volontés d'un défunt lorsqu'il y en a est un délit qui va être passible de 6 mois de prison, 7 500 € d'amende, outre éventuellement des peines complémentaires comme l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Donc lorsqu'il y en a, effectivement, il faut les respecter et scrupuleusement. Enfin, j'apprends ça. Oui, moi aussi. Mais alors, c'est la famille qui attaque à ce moment-là? Parce que le mot, il ne peut plus. C'est la personne qui a connaissance de ces dernières volontés-là et qui se rend compte qu'effectivement, ils n'ont pas été respectés. Donc, c'est vrai que en filigrane, on a souvent un conflit familial qui fait que certains veulent des funérailles d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon, soit une inhumation, soit une crémation par exemple. Et c'est vrai que c'est souvent à ce moment-là qu'on va déposer une plainte pour non-respect des dernières volontés. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les personnes n'ont pas les ressources suffisantes pour organiser justement les obsèques? Lorsque quelqu'un décède sur le territoire d'une commune et qu'il ne peut pas, il n'a pas de ressources suffisantes, c'est-à-dire qu'il est indigent, c'est à la commune qu'il revient d'organiser les funérailles et de les prendre en charge financièrement. Alors, à défaut de la commune, l'organisation des funérailles va ressortir du représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire du préfet. Alors, si on n'a pas ni l'argent, qui m'a payé l'enterrement? Alors, lorsque une personne décède, elle va laisser ce qu'on appelle un actif successoral, c'est-à-dire ses biens et puis de l'argent sur un compte bancaire. Si
l'actif successoral n'est pas suffisant pour régler les frais funéraires, puisque ça représente une somme relativement importante. Il faut savoir que cette obligation va peser sur les enfants, sur les descendants, et va également peser d'une certaine façon sur les gendres et belles-filles. Alors, l'obligation de paiement en fonction de ses ressources, bien évidemment, elle existe même lorsqu'on renonce à la succession. Et est-ce qu'on peut choisir l'emplacement de la concession dans le cimetière? Ah là, non. Non. Le radio, ils mettent en communal. Ils mettent en mairie là, mais ils mettent au cimetière là aussi. Donc, on ne peut pas, leur besoin de concession, choisir de dire, là, on ne veut pas là-bas, là, bon, à côté, tel, bon, moi, la voisin, moi, non, moi, habiter, non. À part vous qui avez choisi un placement là, c'est mais là qui a abordé. Alors, titulaire d'une concession est-il propriétaire définitivement? Voilà. Alors, le titulaire d'une concession, en réalité, il va bénéficier de ce qu'on appelle une convention d'occupation du sol d'un type particulier, parce qu'on va l'autoriser, c'est un droit de jouissance, à construire sur une parcelle donnée un monument funéraire. Mais ce n'est en aucun cas un droit de propriété. D'ailleurs, une concession ne pourra pas être cédée. Elle pourra faire l'objet d'une donation, mais on ne peut pas céder une concession puisque la commune reste propriétaire de la parcelle. Le titulaire de la concession, il a simplement un droit de jouissance d'une durée équivalente à la concession. Il y a plusieurs durées. Et il a des devoirs, il a également des obligations. Par exemple, il faut qu'il paie une redevance. Il faut également qu'il entretienne sa concession. Et dès lors que la concession sera en état d'abandon, il faut savoir qu'on peut mettre en place une procédure de reprise des concessions abandonnées. Mais ce qu'on appelle le caveau familial, ça demeure quand même. Le caveau familial, oui, en sachant que les concessions, elles peuvent être à temps, 15 ans, 10 ans, 30 ans, elles sont renouvelables. Et il y a toute une procédure pour procéder à la reprise. On met en demeure la famille, on peut faire réaliser des procès-verbaux, parce qu'effectivement, ce n'est pas une convention de type classique. On parle de mort, de défunt, et c'est extrêmement réglementé. Alors justement, comme on parle de caveau familial, quels sont les différents types de concessions et qu'est-ce qui peut être enterré dedans? Alors, il y a 3 types de concessions. D'abord, c'est important de préciser que ce qui est obligatoire dans un cimetière, c'est qu'il y ait du terrain commun pour que les défunts puissent être inhumés. Effectivement, les communes peuvent mettre en place des concessions, mais ce n'est jamais une obligation. En Guadeloupe, nous avons une tradition, effectivement, d'être titulaire de concession, mais ce n'est en aucun cas obligatoire. Alors, il existe 3 types de concessions. D'abord, la concession individuelle, dans laquelle seul le titulaire peut être inhumé. La concession familiale, où à la fois le titulaire de la concession, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs, les oncles, les neveux, peuvent y être inhumés, à cette réserve près le titulaire peut d'emblée préciser qu'il exclut de la concession telle et telle personne nommément désignée. Et il y a également la concession collective, dans laquelle seules les personnes nommément désignées peuvent être inhumées, y compris logiquement le titulaire de la concession. Voilà, 13h51. Alors, sur le Facebook, on m'a demandé de vous proposer, mais c'est à votre disposition, de reparler de 2 sujets qu'on avait déjà abordés ici il y a quelque temps, la mise en examen et le harcèlement. Alors, je ne sais pas si il faut les voir de façon exhaustive, mais en tout cas, 2 téléspectateurs souhaiteraient qu'on reparle du harcèlement au travail. Je crois qu'il y a une émission il y a quelques mois, on en avait parlé l'année dernière, et de la mise en examen. Mais ça, c'est vraiment au début de la chronique, on avait parlé de la question de mise en examen. Les gens voudraient avoir des précisions sur ces questions. À quel moment on met en examen, pourquoi, comment se défendre pour une mise en examen. Alors, si vous le souhaitez, la
semaine prochaine, on pourrait aborder ces questions à défaut d'autres. Non, pas de problème. On le fera, mais c'est vrai que c'est important d'indiquer qu'on a aussi possibilité de revoir les émissions passées sur le Facebook de l'émission, J'arrête pas sur de YouTube. le dire. C'est important. Le problème, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas très Facebook, très nouvelles technologies, ça fait Facebook à autres là, etc. Mais enfin bon, quoique la personne, les deux trucs que j'ai reçus, c'est sur Facebook. Hein, encore. Même s'il n'y a pas tellement Facebook, mais c'est sur Facebook que j'ai reçu ça. Harcèlement. Alors peut-être qu'il faut prendre ça globalement, on lui fait 2 émissions, harcèlement et mise en examen. On peut faire mise en examen et plus ancien. On peut reprendre un peu sur les conditions de la mise en examen, le rôle de l'avocat, et puis le harcèlement au travail. Mais je crois que c'est l'actualité qui fait ça. C'est-à-dire que les gens entendent les choses avec l'actualité. Et, comme le harcèlement l'autre jour, là, pour le gars de l'Assemblée nationale française, il y a eu question de harcèlement. Donc c'est pour ça que ça a suscité ça. Voilà. Il est 13h52. On continue rapidement avec Jessie. Il y a encore 3 sujets à débattre. Et là, on devrait parler, aller fouiller, même pas les cadavres, mais les roches gravées, c'est ça? Voilà, on va encore parler donc de musée. Hier, une journée porte ouverte était organisée au Parc des Roches Gravées à Trois-Rivières. En ce moment, les archéologues de l'INRAP réalisent une fouille préventive, une fouille nécessaire avant l'aménagement de l'aire d'accueil du parc et de la plateforme d'observation. Hier, le public pouvait assister aux visites commentées de ces fouilles. Reportage Audlus Ludwig Benito. Le conseil départemental a missionné l'architecte en chef des monuments historiques, M. Bortolussi, pour repenser tout l'accueil du public en concertation avec l'équipe du parc et moi-même, notamment pour repenser aussi l'accueil du public des scolaires, qui est une priorité du conseil départemental. Donc tout l'espace d'accueil en lui-même va être repensé avec une petite boutique, un petit espace restauration, une meilleure gestion du flux des visiteurs et va être construit une petite salle polyvalente qui servira pour les activités pédagogiques avec les scolaires, mais aussi à l'occasion de conférences, afin de mieux animer le site aussi pour le tout public. C'est des fouilles préventives qu'on fait ici, donc en amont de la construction de bâtiments pour le conseil départemental. Et donc en amont de cette construction, on a fait des fouilles pour dans un premier temps vérifier la présence, l'absence de vestiges archéologiques, et comme il y avait des vestiges archéologiques, les fouiller avant qu'ils soient détruits par la construction. Et ce qu'on a trouvé, que je vous ai montré à l'instant, ce sont des restes de bâtiments sur poteaux qui appartiennent très probablement à une habitation d'époque coloniale qui était située donc à cet emplacement avant la construction du parc. Donc l'estimation de l'époque, elle est faite surtout avec le mobilier que contiennent ces structures. Et du mobilier précolombien nous indique qu'on est un petit peu avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Là, je suis en train de laver le matériel archéologique qui est sorti d'une fosse, en fait, qui est là-bas sur le terrain. En fait, nous, sur le terrain, on repère les structures, qui sont généralement des taches brunes sur le sol géologique qui est jaune, le sol argileux qui est jaune. On les prend en topographie pour faire un plan général, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le plan général, en fait, pour voir s'il y a des carbets qui se dessinent, des maisons coloniales ou amérindiennes. Ensuite, on les prend en photo, on les descend, on les fouille. On enlève toute la terre qui est dedans, en fait, pour récolter le matériel archéologique. Ben voilà, ce que je viens de vous montrer. On la dessine, on prend ses mensurations, profondeur, diamètre, etc. On la reprend en photo une fois vidée. On l'enregistre dans des classeurs, etc. Voilà. Donc ça, c'est le projet principal dans l'aire d'accueil. Et puis, par ailleurs, presque une première mondiale, nous aurons un petit circuit qui sera dédié aux personnes à mobilité réduite, avec les contraintes du terrain, bien sûr, puisque nous sommes sur un site classé. Nous allons partir de l'accueil et il y aura un petit circuit qui va les amener à l'entrée de la première passerelle. Nous allons créer une plateforme d'observation où les personnes à mobilité réduite pourront voir les principales roches du parc, qui sont le cacique, les capitaines, la tortue et le figuier. Et on rappelle donc dans le cadre de la nuit européenne des musées, c'est bien ça. Oui, nuit européenne des musées dans les Caraïbes. Donc, dès demain, le parc archéologique justement des Roches Gravées vous propose une visite comptée et illuminée à la lampe torche. Ouais. Voilà, donc ça appartient, il me semble, de 19h. C'est plutôt le soir. C'est le soir, oui, voilà. Donc on continue le développement de l'actualité côté sport et éducation. Ce matin, la ville de Sainte-Rose organisait la matinée du kayak. Cette manifestation réunissait l'ensemble des classes de CM2 de la ville. 439 élèves ont pu ainsi développer une compétence du programme national de PS, adapter ses déplacements à différents types d'environnements. Reportage Jeff Taylor.
Alors aujourd'hui, sur la base nautique de la ville de Sainte-Rosse qui a été mise à la disposition des écoles depuis le mois de décembre de 2015 et même depuis l'année dernière. L'activité kayak, ce n'est pas pour le kayak, c'est pour développer une compétence, adapter ses déplacements à différents types d'environnements. Et là, c'est le milieu aquatique. Un jour aussi, j'avais vu une méduse, elle était colorée. Puis, comme j'étais surpris, tout le monde m'a dit que c'était une anémone de mer. Je lui ai dit non, mais ils m'ont pas cru. Alors, après, quand on a dit de retourner, je suis retournée la première parce que j'avais tellement peur. Nous ne pouvons pas, sur notre île, laisser les enfants sans aucune activité nautique. Nous savons aussi que nous avons des menaces de tsunami, etc. Pouvoir conduire une embarcation, ne serait-ce qu'un tronc d'arbre, ça peut sauver des enfants. Ça peut sauver des vies. Ben, le kayak, c'était bien. On faisait des parcours, on allait à la mangrove, la deuxième mangrove, la troisième. On était fatigués quand même. Alors, on a fait un petit peu de marche arrière, marche avant, et on a fait un petit parcours sympa. On apprend les manœuvres de base. Le cap, comment se diriger, comment faire tourner le kayak. Et on fait des jeux aussi très pédagogiques. Dans les jeux sont inclus justement les différentes manœuvres. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit s'ils ont vraiment bien compris. Par exemple, on fait le jeu du chat et de la souris. Donc le but, c'est de ne pas se faire attraper. Donc s'il faut tourner à gauche, ils savent qu'il faut employer la propulsion circulaire. S'il faut faire reculer, ils savent qu'il faut faire des rétropropulsions pour éviter que le chat les attrape. Mais par contre, il faut être prudent parce que parfois, quand tu fais pipi dans l'eau, il y a des méduses qui viennent. Et je me suis fait piquer par une. Et j'aime faire du kayak, c'est bien parce qu'en même temps, tu peux profiter de l'eau qu'il y a. Et pas rester chez soi, rien faire. Et c'est mieux de se baigner aussi. C'est voilà. Et varier les plaisirs, c'est le thème de la 10e édition de la Fête du Pain qui a débuté lundi chez nos boulangers en Guadeloupe. Mais les temps forts sont aujourd'hui et demain au WTC de Jarry à Bémao. On vous proposera même un blind test, donc dégustation à l'aveugle sur le pain demain après-midi. Tout de suite, le reportage de la rédaction. Alors, nous avons décidé cette année pour les 10 années de la fête organisée par la Fédération des artisans boulangers de la Guadeloupe de marquer un peu plus le coup. On veut mettre en avant les différents métiers du secteur. Donc nous déjà minotiers, nous qui fabriquons de la farine boulangère, pour nos clients boulangers artisans de la Guadeloupe. Donc on veut mettre en avant le savoir-faire, le goût des produits que nous faisons et surtout retrouver le goût, retrouver les valeurs de notre fabrication locale. Nous sommes les Grands Moulins des Antilles, nous sommes basés à Jarry, nous fabriquons de la farine boulangère et tout est fabriqué sur notre site à Jarry. Donc les produits, donc le blé, la matière première arrive de la France métropolitaine essentiellement et tout est fabriqué, tout est transformé à notre usine à Jarry pour les différents types de farine. Farine blanche et les farines spéciales que nous livrons aux artisans boulangers. Nous-mêmes avons évolué, puisque nous faisons aujourd'hui des farines spéciales. Nous sommes à l'écoute de nos clients, à l'écoute de nos artisans boulangers qui nous remontent, je dirais, leurs souhaits à travers leurs clients consommateurs. Bien sûr, le métier a changé, le monde évolue. Nous avons aussi investi dans notre nouvelle usine. Aujourd'hui, on a un outil performant qui nous donne un produit de qualité et ça sur différents types de farines. C'est un métier d'avenir. C'est une profession sans cesse en évolution. Et j'aime à dire qu'on va manquer d'imagination, parce qu'on est dans l'art culinaire, mais il ne va pas manquer de possibilités. Associé aujourd'hui, le métier se diversifie et aujourd'hui on voit arriver dans nos vitrines, sur nos comptoirs, beaucoup de pains aromatiques. On associe les saveurs. Donc aujourd'hui, le boulanger, c'est beaucoup d'associations de produits alimentaires compatibles. Voilà. Sur notre territoire en Guadeloupe et même au national, on sait qu'à un certain moment la boulangerie en pâtissait par rapport à l'industrialisation et c'est pour ça aussi qu'il y a eu le fameux décret de 96 sur le pain de tradition français, la baguette française, justement pour bien définir les règles de fabrication de la baguette de tradition. Mais c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui évolue tous les jours, comme je disais, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, elle fait appel
à notre imagination. Et personnellement, depuis 32 ans, je suis dans mon fournil chaque fois. Le matin, quand on entre, on est animé de cette volonté de faire bien. Mais on espère toujours ce jour-là l'intuition qui nous dira, tiens, voilà, ceci, ça, ça. L'idée qu'on n'a pas encore eue pour sortir quelque chose de fabuleux. Et des scientifiques ont pour la première fois réussi à cloner le virus Zika, une avancée qui va permettre de travailler sur un vaccin contre le virus. De nombreux groupes de recherche du monde entier travaillent pour proposer un vaccin et selon un rapport donc de la BBC News, des essais cliniques humains pourraient être faits donc à compter de septembre 2016. Et on finit donc ce journal avec encore une petite brève. À Trinidad et Tobago, la ministre d'État Ariana Webster-Roy a insisté donc sur le besoin urgent d'aligner l'âge minimum légal du mariage à l'âge du consentement sexuel. Donc pour le moment, l'âge minimum légal du mariage musulman est de 16 ans pour les hommes et 12 ans pour les femmes. Et en vertu de la loi sur le mariage hindou et le mariage orissa, l'âge minimum légal du mariage est de 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. Ben voilà, il est pratiquement 13h et 14h03. On se retrouve demain pour le même topo. On reçoit le maire de Sainte-Rose, Claudine Bajazé, avec nos confrères habituels et bien sûr avec Jessie, sa revue de presse. Soyez tous au rendez-vous, sans problème. Nous qui là, Evezot pour finir le week-end là. Et la mise en boîte aujourd'hui, c'était Monsieur Zebris.